Alors, où se trouve le bar à goodies? Le bar à goodies se situe au premier étage, il me semble. Ouais. Premier étage. Ouais, quand vous avez les vitres derrière vous, en fait, et l'amphithéâtre face à vous, c'est tout à gauche. Voilà. J'espère qu'il y aura encore toutes les tailles. Oula, on a un arrivage là. Formidable. Bonjour à tous. J'espère qu'il y aura encore toutes les tailles pour vous tous. Parce qu'en fin de journée... voilà. Bon, écoutez, je suis ravi que vous soyez aussi nombreux, parce que je ne pensais pas qu'avec un sujet pareil, j'aurais du monde déjà. Donc, je voulais vous remercier de prendre un petit peu de votre temps aujourd'hui pour qu'on parle d'open source et d'AWS. Je pense que c'est un sujet qui n'a jamais été réellement abordé en France, qui est un sujet qui n'a pas été abordé de manière très régulière, y compris au niveau Amazon et AWS. Donc je suis vraiment très heureux d'ouvrir ce sujet et de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Donc je vais me présenter rapidement, je m'appelle Philippe Desmaisons, je suis le responsable des architectes solutions pour la France. Et ça fait maintenant 5 ans que j'ai la joie et l'honneur de travailler dans cette belle maison qui est Amazon Web Services. Je n'ai pas l'habitude de présenter ma bio comme ça et de tout de suite dire ce qu'il en est, mais il se trouve que sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ça a un petit intérêt, puisque avant de rejoindre Amazon Web Services, j'ai été le directeur technique de la société Suze pendant 9 ans. Donc, vous comprenez bien que le sujet de l'open source me touche à un autre endroit que la tête, il me touche aussi un petit peu au niveau du cœur. Donc, nous allons parler pendant 45 minutes et je vais essayer de vous expliquer quelle est la philosophie qui nous occupe, qu'est-ce que ça veut dire open source et Amazon, comment notre culture Amazon qui est forte, eh bien, elle va tout simplement cohabiter avec la culture open source. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour vous en tant que client, et bien sûr des clients de type entreprise. Là, on ne parle pas de B2C, on parle de B2B, donc on parle vraiment d'une logique enterprise, ce qui explique le titre que nous allons avoir ensemble. Alors, je vais commencer par un proverbe, et ce proverbe, je le trouve extrêmement intéressant parce qu'il va nous aider au quotidien à essayer de voir ce que veut dire pour nous l'open source. Et ce proverbe-là, il est riche de sens pour nous. Il se trouve que vous avez compris qu'avec plus de 1900 innovations sur l'année 2018, la notion de créer de nouvelles choses est importante dans le monde Amazon Web Services. Et pour aller vite, mieux vaut être seul. Ça veut dire qu'effectivement, dès lors qu'on est dans une logique où on veut aller vite, si on se passe de gérer, de contrôler ce qui se passe autour et qu'on contrôle par soi-même mieux les choses, effectivement, on va aller plus vite. Par contre, et c'est là que vous allez voir effectivement l'open source apparaître, dès lors qu'on veut aller plus loin, il vaut mieux effectivement être ensemble, il vaut mieux être à plusieurs pour partager ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait dans notre façon de voir? Ça va être à chaque fois, dès lors qu'on va commencer à répondre à un besoin client, on va se poser la question entre le contrôle et l'empreinte. Alors, il faut savoir qu'on a une particularité chez Amazon, c'est que 90% des fonctionnalités nouvelles que nous sortons chaque année proviennent de demandes clients. Et c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose qui n'apparaît pas dans le portfolio de services, surtout ne vous bridez pas. Envoyer des messages aux gens qui s'occupent de vous chez nous, c'est de la richesse pour nous. On va agréger tout ça et c'est ça qui va faire notre roadmap. Et puis ensuite, on a une deuxième, d'ailleurs quelque chose qui est assez en commun avec l'open source, c'est que nous, la roadmap, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais la roadmap, c'est le jour où ça sort, c'est juste le jour où ça marche bien, suffisamment pour être en production à l'échelle avec plusieurs millions de clients. Et dans le monde de l'open source, c'est un peu pareil en fait. Quand je travaillais chez SUSE, c'était cette même logique-là, c'est-à-dire qu'on connaissait déjà à l'avance la date de sortie du produit, mais on ne savait pas encore ce qu'il y avait dedans. Ce qu'il y avait dedans, en fait, c'était juste ce qui était prêt. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement important, c'est de pouvoir se dire que quand on est plusieurs, on va avoir une grande empreinte et on va travailler dans cette logique-là, de pouvoir faire des choses tous ensemble. À plusieurs, on va plus loin obligatoirement. Vous partagez les frais de R&D, vous avez plus de cerveaux qui vont amener de l'innovation. Par contre, il faut gérer tout ça. Et à côté de ça, le contrôle, c'est tout simplement le fait d'être seul et d'aller vite. Alors, comment on travaille au quotidien? En fait, parfois, dans certains sujets, il vaut mieux être seul.
Parce qu'il vaut mieux contrôler ce qui se passe. On est vraiment sur de l'innovation où le critère va être d'aller vite et d'itérer de manière très rapide. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Imaginez-vous, en 2015, émerge dans les 10% des choses qui ne sont pas proposées par nos clients, une idée qui est de dire, finalement, si on pouvait faire bring your own code et faire en sorte qu'il y ait des notions de fonction. Ça n'existait pas à l'époque. Donc ça, c'est la naissance de Lambda dont je vous parle, qui a été annoncée en 2015 chez nous. Donc vous imaginez que c'est même dans les années auparavant, dans les années 2013-2014, que cette logique de serverless en mode applicatif est née. Pour ça qu'on commence à avoir quelque chose, il faut itérer vite. Et donc là, il était hors de question de travailler dans un mode open source. Il fallait qu'on aille vite, qu'on apprenne. On travaille avec ce qu'on appelle une notion de MVP, pour Minimum Viable Product. On fait MVP, on apprend de nos clients, on itère rapidement. Donc ça, c'est typiquement des services qui sont dans les 10% dont je parlais tout à l'heure, où il faut aller vite. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Mais il est clair que travailler ensemble, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, déjà, ça veut dire qu'on va pas avoir raison tout seul. Il y a déjà plein de gens autour qui nous amènent un vrai savoir-faire et qui vont faire qu'on va pouvoir avancer ensemble. Et là, clairement, en open source, et on a plus d'un choix. Si je dois prendre en fait quelques exemples autour de ça, je pense que prenons la technologie des containers et de Docker. Donc là, la bonne stratégie, c'était quoi pour nous? On a effectivement, depuis très longtemps, la notion de container existe. Je ne vais pas vous faire toute ma bio, mais avant, en SUSE, je travaillais chez Sun. Voilà, donc les containers, je sais qu'effectivement, ça existe depuis très très longtemps, cette notion de container. Par contre, Docker a amené en fait, les ingrédients pour que ça prenne. Parce qu'il y avait tous les ingrédients et aussi les différents publics. Et ça, qu'est-ce qu'on a fait de cette technologie-là? En fait, nous, notre valeur ajoutée, c'était de l'amener sur le marché avec tout simplement le fait qu'on travaille à cette notion de maintenance, à cette notion d'arriver à faire en sorte que tout le travail de mise en œuvre soit le plus allégé possible. Et donc ça, clairement, dans les logiques, pour nous, l'innovation, elle va être dans la mise en place, dans la mise en œuvre et dans le fait que justement, on puisse travailler à très grande échelle et qu'on puisse en fait minimiser le travail de mise en place et de maintenance au quotidien. Donc ça, en fait, comment on a fait? On a sorti le fameux Elastic Container Service, ECS. Donc ECS, c'est 2014. En 2014, on sort ECS à base de Docker. Et puis, il se trouve qu'effectivement, l'innovation, elle arrive par l'empreinte de Docker. Et évidemment, aujourd'hui, vous avez entendu parler de Kubernetes. Il est clair que Kubernetes est un cran plus loin, et d'où la sortie en 2017 de EKS. Non, ce matin, vous avez sans doute entendu parler. Qui a assisté à la keynote d'Adrian Cockcroft ce matin? Vous êtes super assidu, vous êtes arrivé tôt, vous avez écouté, c'est bien. Et donc, donc la notion de Kubernetes, nous l'avons transformée en 2017 en EKS. Et donc, nous suivons en fait cette logique d'innovation, mais par la valeur ajoutée que nous avons, et bien sûr, un retour dans la communauté, j'en reparlerai tout à l'heure. Et en fait, notre métier aujourd'hui, nos services AWS, l'idée c'est de prendre ces composants open source, et puis de le faire multi-tenant pour baisser les coûts. Donc large volume pour baisser les coûts et évidemment travailler à une très très grande échelle. Dès lors que nous avons des services qui sont dans les 20 régions qui existent aujourd'hui dans le monde, avec la notion de zone de disponibilité, etc., ça fait en sorte que on est à très grande échelle. Donc ce qui est important d'avoir en tête, c'est que notre culture, la culture Amazon et l'open source sont extrêmement compatibles. Et elles sont en fait, chacune, elles se renforcent l'une l'autre. Premièrement, prenons la notion d'obsession client. Ça, j'ai vu beaucoup de sociétés dans ma carrière et là, c'est une réalité au quotidien. L'obsession client, c'est quelque chose qui va jusqu'à baisser les prix 72 fois depuis la naissance en 2006 d'Amazon Web Services. Donc ça, c'est la première société qui, je vois, qui dans la notion de prix, va dans ce sens-là. La baisse continue à 72 reprises. Donc cette notion d'obsession client, elle vient aussi donc, de ce fameux portefeuille d'innovation qui provient directement de nos clients. Et ça se traduit évidemment par de l'innovation. Donc on voit que cette partie open source, elle vient aussi
de l'obsession, cette fois-ci de l'utilisateur. Souvenez-vous de Richard Stallman, donc fondateur du projet GNU, qui décide de travailler à la création du logiciel libre parce qu'il n'arrivait pas à avoir le driver pour l'imprimante qu'il voulait. On est sur quelque chose qui est extrêmement lié à l'utilisation, à un besoin. On provient du besoin. Eh bien, c'est la même chose. Et cette innovation, pour nous, c'est dans notre ADN et c'est extrêmement compatible avec l'open source. Mais je rappelle toujours les deux choix qui vont s'opérer à chaque fois, c'est est-ce que je veux avoir du contrôle, est-ce que je veux avoir de l'empreinte, pour pouvoir innover dans les deux sens. Participation aux communautés. Notre métier aujourd'hui, ce n'est pas de créer du logiciel, c'est de créer du logiciel qui va être utilisé par nos clients pour répondre à un besoin et à un service qui a lui-même été dicté par rapport à un besoin d'un client. Donc, l'open source n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour répondre aux besoins d'un client qui nous est remonté. Et donc, cette logique de participation aux communautés, je vais bien sûr y venir très largement pour vous expliquer ce que l'on fait aujourd'hui dans le monde de l'open source. Et puis après, évidemment, la notion de maintenance et de sécurité, vous l'avez vu ce matin aussi dès lors qu'on a parlé de sécurité, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. C'est de faire en sorte que la mise en place et le maintien en conditions opérationnelles. Je ne sais pas si vous avez écouté ce matin, par exemple, la personne de Gameloft ou de leur Hermès. C'était intéressant de voir que finalement, ils pouvaient revenir à leur métier, qui était de créer et d'innover pour leurs clients, plutôt que de gérer la quincaillerie. Nous sommes les quincailliers. Notre métier, c'est de faire de la quincaillerie as a service et de réduire la maintenance. Et puis, évidemment, avec le plus haut niveau de sécurité. Alors, effectivement, l'open source se marie extrêmement bien avec la sécurité. Depuis toujours, on sait pertinemment que dès lors qu'on va travailler à de la sécurité, si on a accès au code, c'est quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous avons recréé en fait une stack TLS qui a été publiée en Apache 2.0 qui s'appelle le S2N, justement pour pouvoir avoir quelque chose qui soit à la fois plus efficace et qui soit également open source et dont vous pouvez bénéficier directement. Donc cette culture, avec l'open source, ça convient bien. Alors maintenant, la première chose la plus importante pour vous, que vous attendez tous normalement, c'est de vous dire, voilà, moi j'utilise des solutions open source, j'aimerais bien, tel Euler Hermès, Gameloft et Dataiku, me concentrer sur mon métier et pas sur la mise en place de l'infrastructure. Et bien là, effectivement, nous avons aujourd'hui, là j'en ai fait une petite extraction, les services qui sont des composants open source que l'on met à votre disposition et dont on assure en fait l'opération au quotidien. Alors évidemment, il y en a qui sont connus plus que d'autres parce que d'abord ils sont plus anciens, le fameux RDS, Relational Database Service, donc qui vous met à disposition depuis très longtemps déjà du MySQL, depuis un peu moins longtemps MariaDB mais aussi Postgre. Donc, choisir sa version, la mettre immédiatement à disposition, qui plus est, avec la capacité d'être multi-zone de disponibilité, donc de répartir en fait votre risque sur 2 data centers en parallèle, avec une gestion synchrone des 2 éléments. Évidemment, il y a donc la partie Hadoop avec Amazon EMR. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la Hadoop, on a mis aussi tous les composants qui vont bien, le HBase, le Hive, et tous ces composants dont on a besoin par-dessus. En plus, on l'a marié avec Amazon S3, qui donne aussi des éléments structurants dans la partie Data Lake. Donc, je vais pas, ça pourrait s'apparenter à une liste à la Prévert, donc je ne vais pas tous vous les citer. Ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, on a Amazon Linux. Alors Amazon Linux, je l'ai dit tout à l'heure, la notion de distribution Linux m'est chère. C'est une distribution qui est une rolling version. Elle est très intéressante parce qu'en fait, elle est tout le temps mise à jour et dès lors que vous passez tous les patchs, vous êtes sûr d'avoir le meilleur niveau de sécurité. Par contre, c'est sûr que pour construire une stack applicative, ce n'est pas obligatoirement ce qui est le plus intéressant. Dès lors, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est de travailler sur tout ce qui va être scripting. Vous allez mettre ça sur cette machine et dès lors que vous faites la mise à jour des patchs, vous êtes sûr d'avoir toujours le dernier niveau de sécurité. Donc, il faut savoir que c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Alors évidemment, dans la partie machine learning, on va retrouver MXNet, TensorFlow, je vais en parler. Il est clair qu'aujourd'hui, dès lors que l'open source, avec la règle que j'ai édictée tout à l'heure, ne nous empêche pas d'aller vite et sur lesquelles on n'a pas cette notion de contrôle, et notre politique. Alors, les 3 piliers, on va les passer un par un, sachant que vous avez bien compris que ça passe par la communauté. Aujourd'hui, la vraie différence qui va faire qu'un projet est open source ou pas, c'est pas le fait réellement que le code est ouvert ou pas.
pour vous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une communauté derrière pour que vous n'ayez pas tous les œufs dans le même panier. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important. Donc la notion de communauté, je vais y revenir. La partie du code, hein, où est-ce que l'on contribue, et surtout la culture. Parce que nous sommes aujourd'hui une société qui a une certaine taille, et il faut faire en sorte que la culture de l'open source soit une réalité. Et donc, je vais revenir par rapport à ces différents aspects. Alors, comment on va faire ? Tout simplement, on va commencer par cette notion de participer aux communautés. Et qu'est-ce que c'est une communauté ? Alors déjà, il y a souvent les gens confondent communauté d'utilisateurs et communauté de développeurs. Là, on va parler de communauté de développeurs. Et donc, qu'est-ce qui est important pour un développeur au départ ? Je pense que ça vous intéresse d'avoir un salaire à la fin du mois. Donc il faut aussi avoir tout simplement des sociétés qui s'engagent et qui vont payer ces développeurs. Et ensuite, ces sociétés, elles ont besoin d'avoir des structures qui les regroupent et qui va accueillir l'ensemble de ces différents projets. Et alors, en l'occurrence, là, vous les connaissez pour la plupart, bien évidemment. Hein. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la Fondation Apache, l'Open Source Initiative ou la Fondation Linux. Ce qui est important, c'est que nous en faisons partie, d'une part. D'autre part, on participe financièrement et aussi on participe au travers de contributions, on va y revenir tout à l'heure. Donc peut-être une des plus notables et qui nous est effectivement relativement chère, bien évidemment, c'est la partie du CNCF, le Cloud Native Computing Foundation. Le cloud, en fait, c'était un peu comme M. Jourdain avec la prose. Le cloud, on en faisait alors qu'on ne savait pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, hein, parce qu'on s'est appelé Amazon Web Services, que le mot cloud n'existait même pas en 2006. Donc aujourd'hui, il est clair que pour nous, faire partie de cette fondation est extrêmement importante, et on reviendra tout à l'heure sur ce que l'on fait au sein de la CNCF. La Linux Foundation, j'ai parlé d'Amazon Linux tout à l'heure, il se trouve que c'est pour nous une composante en interne extrêmement importante également. Chose qui va de pair en fait avec la notion de fondation, eh bien en fait ce sont ces événements. Quand on parle de communauté de développeurs, dans ma vie précédente, en fait, il y avait des équipes qui ne se voyaient qu'une seule fois par an. Elles travaillent tous les jours ensemble, tous les jours à distance. Il se trouve que mes collègues, qui étaient des collègues développeurs, on les voyait essentiellement à la fête de Noël. D'accord ? On travaillait dans la même société, mais ils travaillaient de chez eux à Bordeaux, à Grenoble, à Toulouse. Et ce qui est important, c'est que ces développeurs, il y a des moments où il n'y a pas photo, il faut être ensemble. Il faut se retrouver sur des événements open source, il faut faire en sorte qu'ils puissent partager, prendre des décisions, et ces événements-là, ils doivent avoir lieu. Et bien tout simplement, il faut qu'ils aient lieu, il faut qu'on envoie des personnes sur ces événements qui sont généralement à l'autre bout du monde par rapport à l'endroit où se situent les développeurs. Et donc, cette notion de conférence et de présence à ces conférences et de financement de ces conférences est extrêmement important. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on essaye de faire savoir qu'on y participe. Avant que Adrian Cockcroft ne rejoigne Amazon Web Services, Adrian, vous savez quel est un peu son parcours, hein, Adrian Cockcroft, c'est un ancien de chez Sun Microsystems qui est ensuite allé chez Netflix et qui ensuite a fait une société de venture capitaliste et qui nous a rejoint. Il a un parcours extraordinaire, mais avant que Adrian nous rejoigne, effectivement l'open source, on n'en parlait pas beaucoup à l'extérieur. On en faisait, mais on n'en parlait pas beaucoup. En fait, l'opensource.amazon.com en fait, n'a commencé réellement à exister qu'à partir de début 2017. Avant, vous tombiez sur un 404 not found. Ça montrait bien qu'on ne communiquait pas par rapport à ça. Maintenant, on communique, donc on a un site web. Bon, en l'occurrence, on a un Twitter, donc cliquez sur Follow Me, hein, donc n'hésitez surtout pas. Vous aurez toutes les annonces au travers de ce Twitter qui concerne la partie AWS et l'open source. Alors, je dis AWS ou Amazon parce qu'il se trouve que globalement, la politique de l'open source n'est pas propre que à AWS, elle est propre au groupe Amazon, même si effectivement AWS correspond à plus de 80% en fait, des contributions open source qui existent aujourd'hui. Nous avons un blog, pareil, plus de 100 posts à ce jour depuis qu'il est né en 2017, et nous avons beaucoup de personnes, des communautés qui aussi sortent des papiers. Alors, je suis très très ouvert avec vous, en fait, l'open source et la contribution et la notion de communauté, c'est aussi des gens et qui, voilà. Donc, si on a oublié un événement majeur, et auquel il faudrait qu'on soit, il y a toute une organisation open source maintenant qui existe chez Amazon Web Services, qui est dans l'équipe d'Adrian Cockcroft, et donc faites-le savoir, nous serons heureux de tenter de vous aider et d'y participer.
Deuxième pilier, le code. Alors là, c'est toute la difficulté que je vais avoir, c'est encore une fois d'éviter la liste à la Prévert de tous les projets auxquels on participe. Je vais simplement essayer d'illustrer pourquoi on le fait, ce qu'on fait, et pour que vous puissiez avoir cette idée de comment on contribue. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur GitHub, il y a plus de 1600 projets qui sont avec une étiquette Amazon, plus de 80% AWS, donc les 20% qui restent, c'est essentiellement au travers, comme vous pouvez le voir, d'Alexa, puisqu'en fait beaucoup de choses sont open sourcées autour d'Alexa, et puis évidemment quelques éléments qui proviennent directement d'Amazon. Donc ce qui est très important, c'est que vous allez tout retrouver sur GitHub, avec donc ce repo-là, aws.github.io, vous allez retrouver la totalité. J'en ai parlé tout à l'heure. CNCF, c'est quelque chose de très important pour nous. Il faut savoir que notre métier, en fait, c'est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de pouvoir prendre cette empreinte et de faire en sorte qu'elle puisse bénéficier au plus grand nombre dans un contexte AWS. C'est pour ça qu'on va travailler au niveau des SIG, donc si vous connaissez les Special Interest Group, qui sont en fait des sous-ensembles et qui vont faire qu'on va donner l'expérience la meilleure dans un contexte AWS. Donc là, c'est ce qu'on fait sur le projet Kubernetes. Donc le SIG AWS a pour vocation de mettre à disposition l'ensemble de l'intégration de Kubernetes dans un contexte KS. Bon, on est membre fondateur de Containerd. Importante aussi la partie network. Nous avons effectivement aussi fait en sorte que l'intégration au réseau au sein de CS respecte cette logique d'open source au travers de l'initiative de Container Networking Interface. Et enfin, Envoy, donc le proxy des microservices, est intégré à AppMesh, qui est encore un des 165 services à disposition donc sur la plateforme. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous puissiez voir quand on dit à grande échelle. Est-ce que vous savez, sur l'année 2018, combien de containers ont été lancés sur la plateforme AWS? Allez, on va faire un petit jeu, là, on a le temps. Voilà, donner quelques... Voilà. Combien, pardon? L'unité, en l'occurrence, c'est le milliard. Là, c'est les contributions, là, je vais y venir. Mais le nombre de containers sur la plateforme AWS qui ont été lancés sur toute l'année 2018. Bon, beaucoup de timides. 15 milliards de containers ont été lancés sur la plateforme AWS dans le courant de l'année 2018. C'est ça dont on parle. Et autre chose importante, c'est qu'on a une règle chez AWS. C'est une règle qui est très simple, mais qui change tout. You build it, you run it. Vous buildez, vous développez en tant que développeur, c'est vous qui faites la maintenance opérationnelle au quotidien. Autrement dit, tous les développeurs, ils ont un pager qui sonne. S'ils ont un bug, c'est eux qui gèrent en production le fait que ce bug ait lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre métier aujourd'hui, c'est de mettre en condition opérationnelle et de faire en sorte que le développeur puisse voir ce que ça donne. Nous avons une condition qui est très importante dans le cas de Kubernetes, et de manière générale, c'est que tous les efforts qu'on va faire, on veut qu'ils soient upstream. On veut qu'ils reviennent directement. Alors après, il se trouve que ce n'est pas nous qui décidons systématiquement, c'est une communauté. Après, on n'est pas majoritaire dans la communauté, et c'est la règle, et c'est important que cette règle-là perdure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va mettre upstream. Si effectivement ce n'est pas le cas, de toute façon, on va faire une notion de rapport de bug, et en mettant le patch que nous avons développé, open sourcé avec. Donc, ce qui est intéressant, c'est plus on a de workload, plus on a de bugs qui nous remontent de par la taille, et plus on va corriger. Alors, devinez à quel moment nous avons lancé EKS en production. Voilà, c'est en juin. Donc, juin 2018, en mode Generability, avant c'était en mode Preview, on lance EKS, et regardez. Et c'est normal, c'est pas parce qu'on a plus travaillé, c'est parce que quand vous avez autant de milliards d'utilisations, eh bien tous les cas qui n'arrivent qu'une fois par milliard, vous en avez 15. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a des choses qui statistiquement se voient uniquement à l'échelle. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors on va changer un peu de sujet, machine learning. Donc ce matin, notre ami Adrian vous a parlé de la partie machine learning. Pareil, dans notre logique de mettre à disposition l'ensemble des frameworks open source, le machine learning est extrêmement open source. Et pour pouvoir démarrer vite, nous avons créé une image, donc les AMI, Amazon Machine Image. En fait, ce sont nos templates de machines virtuelles EC2. On en a une prête à l'emploi, qui est tout le temps mise à jour, sur lesquelles vous avez toutes ces composantes qui sont déjà buildées, prêtes à l'emploi.
Donc je discutais avec une data scientist qui est partie de nos partenaires, qui est donc sur un stand. Elle me disait qu'en fait pour elle est data scientist, ce qu'elle adore, c'est de ne strictement rien avoir à faire avec l'installation, et elle adore ça. Et en l'occurrence, c'est une data scientist de talent qui a écrit des livres, donc s'appelle Virginie Mativé. Elle a écrit de très beaux livres, donc je vous invite à acheter son livre. Je fais de la pub, je ne dis pas pour quelle société elle travaille, mais elle a fait un très beau livre sur la partie machine learning. Et Mixnet. Effectivement, on a fait un choix à un moment de quel était le framework sur lequel on allait s'investir le plus. C'était Mixnet. Pourquoi? Parce que Mixnet, comme l'a d'ailleurs dit Adrian ce matin, a la capacité d'aller beaucoup plus loin en fait, dans la scalabilité, pour parler en bon français, hein, puisqu'on travaille cette fois-ci avec 4 digits en termes de nombre de GPU extrêmement facilement, ce qui est un peu moins le cas, et l'idée pour moi, et en plus c'est pas ma spécialité, de rentrer dans un débat si l'un est bien mieux, mais TensorFlow a tendance à être un peu moins efficace par rapport à ça. Ce qui est important en fait dans notre approche aujourd'hui, c'est qu'on veut englober la totalité des frameworks. Il faut savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, un TensorFlow dans le cloud, plus de 85% des exécutions de TensorFlow dans le cloud se font sur AWS. Donc, et on fait en sorte que ça soit aussi la meilleure expérience qui soit. Ce matin, il a parlé de SageMaker. Je pense que c'est intéressant de dire qu'une partie de SageMaker a été mise en open source et elle est très importante. Comme il l'a bien montré ce matin, puisque vous avez vu ce fameux schéma entre le temps d'entraînement et le temps d'exécution. Il se trouve que la notion d'exécution, c'est celle qui, au final, dans le temps, va coûter le plus cher. Donc, Neo, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à un compilateur qui permet de prendre votre modèle et d'essayer de l'optimiser pour le device qui va l'exécuter au final. Donc là, vous voyez ici qu'on a travaillé dans la partie open source avec ces fournisseurs de hardware. On a travaillé pour ces 3 frameworks pour l'instant, qui sont les plus utilisés, pour faire en sorte qu'on gagne 2 choses. D'une part, le fait qu'on va 2 fois plus vite en exécution sur le modèle d'inférence. Donc ça, c'est la prédiction va prendre 2 fois moins de temps. Mais chose aussi très importante, la taille du framework qui va l'accueillir va être beaucoup plus petite. Donc de ce fait, on est dans une logique où on va fournir une capacité d'exécution qui va être moins chère en temps et moins chère en footprint. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est le projet Neo, qui lui aussi open sourcé. Alors, le serverless, il se trouve qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure avec Lambda, ça a été une révolution. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de casser le monolithe, comme l'a indiqué ce matin Adrian, pour faire des microservices, souvent les microservices, les gens l'ont plus vu comme étant des containers. Et donc nous, en fait, on a été un cran plus loin avec la notion de Lambda. Par contre, effectivement, dès lors qu'on travaille en lambda, dès lors qu'on va travailler en mode serverless, avoir un framework qui permet de travailler plus efficacement, c'est quelque chose de très important. On en a fait un, il y en a d'autres qui sont très bien aussi. L'idée, en aucune mesure, c'est de dire le mieux et le nôtre est mieux, etc. Le nôtre est peut-être plus intégré avec notre environnement, mais en l'occurrence, il y en a qui sont très bien depuis très longtemps et qui ont même commencé avant Chalice, comme le framework serverless, par exemple. Chalice est un framework qui, effectivement, est intégré avec nos services et qui est disponible également en open source. Un autre, mais qui n'est pas véritablement un framework, mais qui est une façon de travailler en mode de déploiement, c'est le fameux SAM. Donc, qui sait ce que c'est que CloudFormation? Bon, à peu près un tiers, donc je suis désolé pour ce tiers, mais pour les 2 autres tiers, je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc CloudFormation, c'est la capacité de pouvoir travailler, alors on parle en infrastructure as code, alors qu'en fait c'est un petit peu un abus de langage, parce que ce n'est pas du code. En fait, vous allez pouvoir décrire l'ensemble de votre infrastructure tout simplement dans un fichier JSON avec une certaine grammaire. Typiquement, vous voulez démarrer une machine, vous voulez dire je veux une instance EC2 qui travaille avec telle taille, et l'image de départ c'est celle-là. Voilà. Et vous écrivez ça dans un fichier JSON. Ça, c'est extrêmement performant, mais dès lors qu'on va commencer à travailler avec justement une notion d'application serverless, eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir cette jonction entre, d'un côté, le serverless et pouvoir déployer du monde serverless sous forme de CloudFormation. Donc ça, c'est SAM, qui lui aussi a été mis en licence Apache depuis le début. Et ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, dans le monde lambda, eh bien, au départ, il n'y avait qu'un seul langage, c'était Python.
non, n'importe quoi, c'était Node.js. Et après, petit à petit, on a rajouté un certain nombre de langages. Mais il y a un moment où, en fait, on s'est dit, mais et si on travaillait avec des custom runtime, c'est-à-dire que ceux qui veulent, tout simplement, pouvaient open sourcer et travailler sur des runtime pour choisir leur propre langage. Là, les derniers nés, donc on a créé cette notion de custom runtime, et le dernier né, c'est par exemple C++ et Rust, qui eux ont été open sourcés. Bon, et à ma grande surprise, nous avons aussi un runtime qui a été créé par un partenaire en COBOL, comme quoi tout est possible. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir que par l'open source, eh bien, on va pouvoir étendre aussi nos services, tout simplement. Alors, pareil, un développeur, il travaille avec un IDE, donc c'est son environnement. J'ai épousé une développeur. Il y a des choses sur lesquelles on ne rigole pas, et l'IDE en fait partie. Voilà. Donc ma femme, elle a choisi son IDE, et elle en changera pour rien au monde. D'accord. Donc je sais, au quotidien, à quel point l'IDE est important. Et je rigole pas, c'est tout ce que je dis est vrai. Hein, voilà. Et donc, il se trouve que là, pour certains, nous avons développé en open source des extensions de toolkits pour pouvoir mieux travailler dans un monde AWS directement avec PyCharm, IntelliJ et VS Code. Ah, alors celui-là, je vais prendre un petit peu de temps pour m'arrêter dessus. Qui a entendu parler de Corretto? Voilà. Alors, il faut savoir que, historiquement, dans la société Amazon, le langage de développement, et je dis Amazon d'ailleurs, même avant même qu'AWS n'existe, c'était Java. Vous savez que Java, ça a changé de société. Hein. Il y a eu des... Voilà, ça a changé de gouvernance, il s'est passé pas mal de choses. Et il se trouve que l'OpenJDK, à un moment, pour pouvoir mieux gérer notre propre implémentation, notre runtime, la façon dont il était réalisé, la gestion des bugs, nous avons fait notre propre runtime à base de l'OpenJDK en interne. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les clients, ils trouvaient ça pas mal, eux aussi. En fait, nous, on avait eu le besoin en interne, et eux, ils se sont rendus compte que ça pouvait être pas mal. Donc, en fait, on a tout simplement rendu disponible notre propre travail, et Corretto, c'est l'implémentation binaire, la compilation sous forme de distribution binaire, qui aujourd'hui est délivrée par Amazon Web Services. Il faut savoir qu'on en a deux versions, on a Corretto 8, Corretto 11, et il faut savoir que nous assurons une durée de vie au travers de ça. Donc Corretto 8, il me semble qu'on va le maintenir jusqu'en 2023, et Corretto 11 jusqu'en 2024. C'est ce qu'ici on appelle un remplacement de type drop-in. Vous enlevez celui par exemple d'une société dont le logo est rouge, et vous mettez directement Corretto et ça va fonctionner à l'identique. D'accord? Donc en fait, il n'y a pas de déploiement particulier de choses, c'est juste vraiment on remplace et ça fonctionne. C'est nous qui assurons la maintenance et le support. Dès lors que vous avez un contrat premium support, nous assurons en fait le support de Corretto pour vous. Alors, juste au passage, qui sait ce que c'est qu'un Corretto en italien? Je peux faire le malin, parce que je le sais. Il se trouve que c'est du café, au passage, voilà, dans lequel on met de l'alcool, souvent de la grappa. Voilà. Donc le Corretto est un café avec de l'alcool. C'est vraiment dans cette logique-là de donner un petit peu de folie au quotidien. Autre élément très important, Firecracker. Qui a entendu parler de Firecracker? En fait, Firecracker, pour moi, c'est huge. C'est énorme. Mais personne n'en parle. Donc, je vais passer un petit peu de temps pour dire à quel point Firecracker est quelque chose de très, très, très important. Alors, évidemment, ça me tient à cœur et je vais en parler en disant, bon, j'avoue ne pas être complètement neutre autour de Firecracker. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai eu la chance de connaître du vrai bon bar métal où il n'y avait rien d'autre. Et après, j'ai connu la virtualisation. Et la virtualisation, d'une part, avec la notion de para-virtualisation, puis après la notion de virtualisation dans le silicium, avec les fameuses extensions hardware, donc Intel VT par exemple. Intel est notre partenaire, voilà, ça c'était la partie publicité, parce qu'ils sont Diamond Sponsor aujourd'hui. Mais ce qui est directement dans le silicium. Et ce qui est important, c'est que est arrivé avec cette notion de virtualisation, la capacité et le succès, parce qu'on était capable de parler vraiment d'isolation.
on savait que ça allait jusqu'au ring dans le processeur, et on savait que, d'un point de vue sécurité, on savait qu'on ne pouvait pas changer le processeur. Il était gravé dedans. Donc on avait vraiment de l'isolation. Le problème, c'est que ça a une empreinte de lancer tout ça. Donc lancer une machine virtuelle, ça prend du temps. Par contre, au niveau sécurité, c'est tip-top. Mais ça prend du temps. Et on ne peut pas en mettre 10 000 non plus sur une machine. Est arrivé... Alors, je ne vais pas dire Docker, mais les containers, parce que heureusement, avant Docker, il y avait LXC, et puis il y avait les C-groups dans le noyau, etc. Mais grosso modo, sont arrivés avec Docker, la notion de faire du container à très grande dimension. Et là, je claque des doigts, j'ai des milliers de containers. Donc ça va très très vite. Et ensuite, j'ai la capacité d'en mettre énormément sur une machine. Par contre, en termes d'isolation au niveau sécurité, je ne vais pas jusqu'au ring 0 du processeur. Et là, bienvenue à Firecracker. C'est les deux à la fois. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que là, on parle de micro-VM. Les micro-VM, c'est ce qui permet d'arriver à faire en sorte qu'on puisse travailler sur base KVM. Hein. Donc, on est vraiment sur de la vraie virtualisation qui va jusqu'au silicium. Par contre, regardez, moins de 120 millisecondes pour lancer une micro-VM, et je peux en avoir des milliers très rapidement parce que j'ai un footprint qui est très très bas. Alors, Firecracker est un projet open source, et pourquoi on l'a fait? Parce que nos clients ne nous ont pas demandé Firecracker. Nos clients nous ont demandé un lambda qui soit plus sécurisé et qui aille plus vite. C'est ce qu'on a fait avec Firecracker. Donc Firecracker, aujourd'hui, est utilisé en interne sur la technologie lambda. Voilà. Donc, et Fargate. Donc ce qui est important, c'est qu'on est dans cette logique où les micro-VM, c'est une vraie révolution. C'est une révolution où on va pouvoir marier ces deux mondes. Il se trouve que les gens qui font du lambda ou qui font du Fargate aujourd'hui, ils font du Firecracker sans le savoir. Mais c'est quelque chose aussi qui était important. Et voilà, il y a des slides sur lesquels je passe un peu plus de temps que d'autres. Vous l'avez compris. Voilà. Celui-là, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Il est très important parce que vous avez vu les petites voitures qui tournent sur la partie Deep Racer. Hein. Donc vous avez vu que c'est assez sympathique et ainsi de suite. Mais il se trouve que gérer malgré tout un robot avec un OS en temps réel, etc., c'est compliqué. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de rendre simple quelque chose qui est compliqué. Donc c'est le projet RoboMaker sur lequel en fait on est parti de l'OS qui depuis des années fait foi, qui a été développé il y a plus de 10 ans par Stanford. Donc le ROS, et donc on a effectivement mis en place cette logique-là dans nos environnements. Qui a entendu parler du CDK? C'est bien. Le CDK, donc, c'est sans doute le projet qui est le plus important en termes de quantité de code. C'est plus de 2000 classes en fait, de mise à disposition. C'est tout simplement... Donc j'ai parlé de CloudFormation tout à l'heure, mais CloudFormation, je vous ai indiqué que c'est du fichier JSON, et bon, il faut le créer. C'est pas, voilà, même s'il y a des outils pour le faire, et ainsi de suite. Il y a aussi des développeurs qui veulent vraiment utiliser leur vrai langage de programmation pour pouvoir créer de l'infrastructure. C'est l'objet du Cloud Developer Kit. Et donc, on part sur une logique qui s'appelle des constructs, et toute la logique de librairie qu'on a mis à disposition, justement, c'est pour pouvoir manipuler ces constructs, et qui, au final, vont donner la création d'un template CloudFormation qui va, lui, être déployé rapidement. Il est clair que le CloudFormation est quelque chose qui est extrêmement performant. Simplement, en termes d'interface, ce n'était pas l'interface que voulaient les développeurs. Donc, le CDK, c'est ce truchement entre les deux. Spinnaker. Alors Spinnaker, c'est un projet intéressant parce que Spinnaker est un projet qui vient d'un client. Alors pas des moindres, un client qu'on aime bien depuis très longtemps qui s'appelle Netflix. Netflix, je ne sais pas si vous avez déjà été voir l'ensemble de leurs contributions open source, elle est majeure. Si vous ne connaissez pas les projets open source de Netflix, eh bien allez-y, tapez open source Netflix et regardez la profusion de projets open source qu'ils ont mis à disposition des communautés. Spinnaker en est un, c'est un projet de déploiement. Et en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé à la mise en place de Spinnaker dans un contexte EKS et Fargate pour tout simplement pour faire en sorte qu'ils puissent utiliser Spinnaker avec la meilleure expérience et tant qu'à faire, qu'ils ne soient pas les seuls et que tous nos clients puissent en bénéficier. Donc cette logique de faire aussi que les projets clients, dès lors qu'ils ont du sens, on puisse les mettre en place et open sourcer tout ça, ça fait partie de notre approche.
Alors, Open Distro. Ce matin, notre ami Adrian en a parlé. Il faut savoir que Elasticsearch est une composante qui existe depuis pas mal de temps maintenant dans les composants AWS et que nos clients, clairement, nous ont dit on veut essentiellement, d'ailleurs, ce qu'il y a à droite plus que ce qu'il y a à gauche, on veut pouvoir faire en sorte que Elasticsearch puisse donner tout simplement des fonctionnalités dont on a besoin dans les entreprises. Et une des fonctionnalités, c'est le fait d'être intégré au niveau sécurité, par exemple, à l'Active Directory. Ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, de pouvoir faire en sorte que, aussi, des alertings, que ce soit intégré au niveau SQL, etc., etc. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs modèles open source. Vous savez qu'il y a des modèles full open source sur lesquels il y a des rémunérations sur le support, d'autres sur le service, et d'autres, il y a la partie freemium. Vous avez une partie qui est gratuite, une partie qui n'est pas gratuite. Dans le cas d'Elasticsearch, effectivement, ce n'était pas le cas. Donc, notre approche a été de développer des composants supplémentaires dans une logique open source qui vont donner, en fait, tout simplement à la distribution Elasticsearch des fonctionnalités supplémentaires sous forme d'open source et qu'elles puissent être directement utilisées par nos clients, même en dehors d'AWS. D'où le fait que nous créions Open Distro. Et je pense que ça, c'est véritablement aussi un tournant majeur sous en fait, la houlette d'Adrian, qui est très dans cette logique open source, pour faire en sorte que l'on puisse mettre à disposition de nos clients, eh bien, par rapport à leurs besoins, des choses telles Elasticsearch sous forme d'open source. La culture. Il n'y a rien de plus difficile à changer qu'une culture d'entreprise. D'accord ? Alors, heureusement, dès le début, il faut savoir que chez Amazon, et je dis dès le début et pas uniquement à AWS, eh bien, en fait, il y a une logique de policy. Okay, comment ça se passe? Comment je peux gérer l'open source chez Amazon? Donc, comment je peux l'utiliser en interne? Qu'est-ce que je peux faire publiquement? Comment est-ce que je peux contribuer à un projet? Dans quel cadre? Etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe et qui, en plus, on a outillé. Savoir, par exemple, ce qui est toujours important, c'est de savoir à qui on doit attribuer les fameux crédits, hein, ou alors quelles sont les utilisations de ce à quoi j'ai contribué, etc. On a créé des outils pour ça et on les a évidemment open sourcés. Et au final, ça donne eh bien, une logique d'accompagnement des collaborateurs. Parce que ce qui est très important, c'est que quand on dit open source, et depuis le premier jour, Richard Stallman, il n'a pas écrit des choses. Ce qu'il a fait d'abord, la première chose qu'il a écrite, c'est la GPL. Et l'open source et le juridique sont intimement mariés. Et là, le collaborateur, il peut être un peu démuni par rapport à ça. Donc, nous avons tout un accompagnement pour les collaborateurs au niveau du juridique. Donc, dans mes équipes en France, il y avait un de mes collaborateurs, il m'a dit j'ai développé quelque chose, j'aimerais bien le mettre en open source. En moins de 15 jours, c'était fait, c'était sur GitHub. Donc, et avec marqué le label AWS hein, sur aws.github. Hein. Donc ça s'appelle Subtitles. C'est ce qui permet, avec toutes les composantes qui sont à disposition, qu'a présenté ce matin Adrian, donc la partie transcribe et autres, de pouvoir lui donner une vidéo en entrée et de faire qu'elle soit sous-titrée en plusieurs langages de manière automatique. D'accord ? Ça, il l'a fait en moins de 15 jours. Pourtant, il ne connaît rien au juridique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on accompagne les collaborateurs par rapport à ça. Donc lui fait partie des 1600 donc sur cette partie-là. Donc, et puis pour finir, ça me semble important de dire que parfois, j'ai indiqué tout à l'heure, les développeurs, ils aiment bien avoir un salaire à la fin du mois, mais parfois, en fait, les développeurs, ce sont des développeurs qui font ça à leur temps perdu. Ce n'est pas leur métier principal. Ils font ça le soir, au coin, à la veillée, au coin du feu, et ils développent. Simplement, parfois, ils ont besoin, quand même, malgré tout, d'infrastructures pour faire tourner leur contribution. Donc, Debian en est un exemple flagrant, par exemple. Donc, nous fournissons également des crédits AWS pour qu'ils puissent fonctionner également. Et j'ai rajouté au cas par cas, hein, parce qu'en fait, parfois, on peut essayer aussi de vous accompagner par rapport à ça. Donc, pour finir, je voulais juste dire que voilà, l'open source, c'est effectivement des composantes qui sont mises à disposition, mais il me semblait important, et je suis très content du nombre de personnes, je suis très surpris aussi du nombre de personnes qui sont venues écouter ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'expliquer ce que l'on fait. Quand on a une politique open source, ce qui est important, c'est de la partager, parce que sinon, en fait, on n'a pas une politique, on a quelque chose en interne que les gens ne savent pas. Donc, qu'est-ce que vous êtes en droit d'attendre si l'open source fait partie de votre
votre règle stratégique au sein de vos entreprises. Voilà ce que vous êtes en droit d'attendre de la part d'AWS dans cette partie purement open source. Voilà, écoutez, je vous remercie. Donc, je vous redonne les liens de ce dont je vous ai parlé, à savoir le blog, le Twitter. Donc, je suis sûr que je vais là, je sais pas, il doit y avoir au moins 60 personnes. On va avoir 60 followers de plus ce soir. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Le website. Et puis, je vous souhaite un excellent summit. Il reste encore plein de choses. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller au bar à goodies, au premier étage, pour avoir des casquettes et des t-shirts, allez-y vite. Voilà. Et puis, si cette session vous a plu, eh bien, n'hésitez pas sur l'application à donner votre avis et à mettre 5 étoiles. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi.